Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous pouvez remarquer avec les belles chemises des journalistes pour ce soir, le thème sera plus exotique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a invité Madame Sonia Ranarville, qui est la présidente de Go to Madagascar, une petite présentation. Vous êtes donc de nationalité allemande, vous êtes mariée à un malgache et vous êtes depuis 18 ans dans le tourisme à Madagascar. Entre autres, vous avez la casquette de secrétaire exécutif de l'association Parc de Saraswat, qui n'est pas loin de notre studio d'ailleurs, le Bush House, et vous êtes la gérante de Buggy Pilgrim. C'est exact. Avec votre mari. Une petite présentation de Go to Madagascar, parce que vous connaissez mieux que nous cette association. D'accord. Donc ce groupement est un groupement interprofessionnel. Go to Madagascar n'est pas anglais, mais veut dire groupement des opérateurs du tourisme de Madagascar. Ce groupement a vu le jour à la fin de la crise, en septembre 2002. Et nous sommes actuellement une cinquantaine de membres répartis sur toute l'île. Et nous représentons 12 métiers différents du métier du tourisme. Donc c'est la particularité de ce groupement parce que les autres groupements sont tous des groupements par filière, selon les métiers, ou de façon régionale, il y a des groupements régionaux. Donc le groupement de Go to Madagascar a vu le jour dans un contexte difficile avec un but très précis. C'est un groupement très dynamique et qui va de l'avant, qui a d'abord beaucoup travaillé en 2003 et en 2004 pour la relance du secteur, aussi bien à Madagascar qu'à l'étranger. Il fallait aussi refaire beaucoup d'actions de promotion pour faire savoir que la crise malgache était terminée. Madame la Présidente, vous avez donc succédé à M. Henri Roger, qui était anciennement président de Go to Madagascar, mais la question qui se pose, pourquoi il n'y a que 50 membres? Combien qui ne sont pas dans Go to Madagascar, par exemple? Tout à fait. Alors, je dirais l'idée principale de Go to Madagascar, ce n'est pas d'être un groupement quantitatif, mais un groupement qualitatif. Donc, nous avons des critères de qualité assez sévères, je dirais, même pour entrer dans Go to Madagascar. Nous demandons, par exemple, une certaine ancienneté dans le métier. Nous demandons aussi un droit d'entrée et un droit d'adhésion qui n'est pas le moins cher de la place. Et nous demandons de la part de nos membres un certain engagement au niveau nous avons une charte intérieure, une charte déontologie, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons engagé aussi beaucoup de travail dans le Welcome to Madagascar, un label de qualité. Donc c'est la principale explication. Donc, pour mieux relancer donc, ce débat, et avant que mes collègues journalistes me critiquent de tenir la parole, je demande au réalisateur Taïn Ravalson de montrer à l'écran quelques chiffres qui concernent le tourisme à Madagascar. Donc on commence par les vols long courriers. Il y a 12 vols long courriers par semaine dans les deux sens, donc entre Madagascar et Paris, et il y a également Milan. Il y a le monopole de Madagascar, de fait, comme on dit. L'année dernière, on a reçu quelque chose comme 230 000 touristes. Et il y a plus de 50% de ces touristes donc, qui viennent de la France. Donc il y a encore d'autres chiffres que vous pouvez voir à l'écran. Mais je passe la parole pour la première question à Steve Mania. Oui, pour commencer, est-ce que vous pouvez dresser un premier bilan donc, de la saison touristique 2005? Tout à fait. Alors la saison d'abord n'est pas du tout finie. En fait, elle dure jusqu'à fin novembre pour la plupart de mes collègues. Nous sommes dans l'ensemble vraiment satisfaits de la saison 2005 parce qu'elle a dépassé encore les chiffres de 2004. Toutes les régions en fait dans leur ensemble sont assez contents de cette progression. On peut dire aussi que le film, il y a eu plusieurs facteurs externes qui nous ont beaucoup aidés, comme par exemple le film Madagascar qui a fait le tour du monde depuis le mois de mai. Donc, et effectivement, le nombre de vols depuis l'Europe a été augmenté par rapport à l'année dernière, ce qui a beaucoup contribué à l'augmentation du chiffre d'arrivée. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une certaine progression dans le nombre des touristes qui sont venus visiter Madagascar. Mais là, j'ai sous mes yeux un tableau comparatif donc, de Madagascar aux autres pays à fort potentiel touristique que les téléspectateurs voient d'ailleurs à leur écran. Sur les arrivées, hein, c'est un tableau, ce sont des statistiques sur les arrivées 2003 des touristes dans quelques pays qu'on a choisis. Madagascar en 2003 donc, a reçu 140 000 touristes. Et nous, on a décidé de prendre l'île Maurice et la Réunion qui sont des petites îles par rapport à Madagascar parce que c'est 2000 km² pour île Maurice et 2500 pour la Réunion alors que Madagascar c'est 587 000 km².
Et pour l'île Maurice, cette île a reçu 700 000 702 000 touristes en 2003, La Réunion 426 000. Et pour avoir beaucoup plus, pour avoir une idée beaucoup plus précise sur ces nombres de touristes qui ont visité Madagascar et les autres pays, on a décidé aussi de prendre l'Afrique du Sud qui a une superficie 2 fois plus que Madagascar, plus que même, hein, puisque c'est 1 221 000 km². Mais en Afrique du Sud, les touristes se sont vraiment bousculés au portillon parce qu'il y en avait 6 640 000 touristes en 2003. Et au Kenya, qui a la même superficie que Madagascar, c'est presque 1 million de visites. Alors, compte tenu donc de ces chiffres-là, ces statistiques-là, Madagascar est un véritable nain du tourisme. Alors. Ah, c'est évident, enfin pour maintenant, sachant que vous avez pris les chiffres de 2003, je dirais quand même que c'était pas une très bonne année 2003 parce que c'était la première année après la crise. Donc c'était vraiment une année de renaissance, de relance, de tout. Mais ceci dit, même si on prend les chiffres de cette année ou de l'année passée, c'est surtout par rapport à Maurice que je trouve que le parallèle est intéressant parce que Maurice a en gros la surface de 2 fois Nosy-Bé, hein, la superficie de 2 fois Nosy-Bé et une population inférieure à celle de Tananarive et 3 fois plus de touristes que nous. Ça, je pense que c'est assez clair. Et bien entendu, bon, les raisons à cela sont faciles à comprendre. Maurice a 25 ans d'avance sur nous, sur le développement du tourisme, et a choisi cette filière volontairement, donc il y a plus de 25 ans, et a mis en place toute une stratégie politique et a pris les décisions qu'il fallait prendre pour lancer ce secteur. C'est la principale explication. Et quant à l'Afrique du Sud, c'est vrai que même si ils sont beaucoup plus développés que nous, depuis, ça fait maintenant 11 ans que l'apartheid est terminé dans leur pays, ils ont extrêmement bien réussi leur reconversion. Et le tourisme est devenu un pilier de leur économie depuis qu'ils sont ouverts au monde. Johannesburg est maintenant reconnu comme un hub international, donc Johannesburg est relié au monde entier. Et c'est un pays qui offre un tourisme de qualité, mais aussi un tourisme abordable à toutes sortes de clients. Donc ils ont vraiment tout mis en œuvre pour que ça fonctionne. Alors, on va revenir sur la volonté politique ou non de développer le tourisme dans un pays. On va y revenir longuement tout à l'heure. J'ai une question justement qui va corroborer peut-être ce manque de volonté politique à Madagascar. On parle de la venue du groupe Accor depuis 2003. On attend la pose de la première pierre, notamment sur un hôtel avenue de l'Indépendance, depuis 2003. Et ça traîne. Manifestement, il y a un blocage. Est-ce que vous, les professionnels du tourisme, vous savez pourquoi Accor hésite encore à venir à Madagascar ? En fait, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais de ce qui se dit dans notre milieu, ce projet ne se fera plus. Donc, ne se fera plus en tout cas avec le groupe Accor. Les propriétaires du site, par contre, ont l'intention de construire un hôtel, mais qui ne sera plus labellisé par Accor. C'est un peu grave de ne pas avoir cette marque. Tout à fait, c'est une fois de plus, je dirais, la démonstration de nos faiblesses. Donc Accor, de ce qu'on sait apparemment, ne vient pas à Madagascar cette fois parce qu'ils n'ont pas eu satisfaction quant à leurs exigences. Ils voulaient un certain nombre d'aides à l'investissement sous forme de détaxation qu'ils n'ont pas obtenu. Donc ils ont choisi de mettre leur argent dans un autre pays. Madame la Présidente, en parlant toujours de gouvernement, parce que là, c'est dans la première partie de cette émission, on va parler de l'actualité. Ces derniers temps, on a toujours vu le ministre de Tourisme, qui est le patron donc, de votre secteur, critiquant le gouvernement. Il est au sein du gouvernement et on se pose la question, est-ce que c'est le monde à l'envers? Parce qu'il a même dit que les actes ne suivent pas les paroles. Oui, effectivement, vous m'envoyez surprise aussi, hein, j'ai vu les journaux comme vous. Je crois qu'il a fait ses déclarations lors de la Journée mondiale du tourisme à Tuléar. Et effectivement, en tant que ministre, il me semble qu'il fait partie de ce gouvernement. Cependant, bon, c'est vrai qu'il ne pèse apparemment pas lourd dans le gouvernement, dans le sens où déjà il a le ministère avec le plus faible budget de tout le gouvernement. Donc effectivement aussi, j'ai l'impression que les décisions qu'on lui demande de faire passer au sein de ce gouvernement ne passent pas. Il n'est pas vraiment soutenu dans tout ce qu'il doit entreprendre. Juste quelques chiffres, comme vous avez mentionné donc tout à l'heure, il a demandé 1,4 milliard
400 millions d'ariars pour la promotion de la destination et son département n'a reçu que 120 millions. Et ce genre de déclaration, est-ce que ça vous encourage à mieux montrer au gouvernement que bon, le secteur doit être plus pris en considération ou bien c'est... Tout à fait. Cependant, je dirais quand même que la promotion, c'est plutôt l'affaire de l'Office national du tourisme et non pas du ministère. Donc, ce qui n'enlève pas ce qui change rien au problème, parce que l'Office national du tourisme aussi n'a pas de budget de fonctionnement et actuellement tourne un tout petit peu sur une vignette touristique qui est très mal recouverte. Donc, nous ne faisons aucune action de promotion vraiment planifiée. On n'a aucune vision à long terme, ni à court, ni à moyen, ni à long terme de ce qu'on fait au niveau de la promotion. Oui, en parlant toujours des actualités, Nocirands a défrayé aussi dernièrement les chroniques, comme on dit. Alors, on veut vraiment savoir ce qui se passe exactement sur cette île paradisiaque. Alors, c'est un peu difficile de vous donner toutes les infos parce que je ne suis pas de la police secrète, donc je ne suis pas non plus au courant de tout. Mais effectivement, Nocirands, depuis le premier trimestre de cette année, même avant que ça arrive dans la presse, nous avons eu quelques échos assez étonnants. Donc, on a rencontré plusieurs propriétaires. Plusieurs personnes ont défilé dans les agences de voyage à Tana pour dire nous sommes propriétaires, nous sommes les vrais propriétaires, les autres c'est des faux, etc. Donc, c'est vrai que c'est un litige apparemment entre 3 actionnaires, dont un a vendu ses parts à l'insu des autres à un groupe étranger. Ce groupe étranger donc c'est le groupe Legacy Hotels and Resorts, qui est un groupe vraiment sérieux et reconnu en Afrique du Sud. Ce groupe donc pense être le gérant majoritaire, disons, de Nocirands. Mais d'autres personnes prétendent la même chose ou annulent cette vente. Malheureusement, il y a en plus quelques hommes politiques qui se sont mêlés de tout ça. Donc le tout est tout à fait un imbroglio typique de Nocibé, je dirais, parce que bon, là c'est Nocirands, c'est très connu et ça touche malheureusement un produit prestigieux. Vraiment, c'est très regrettable pour nous parce qu'on manque de produits de qualité à vendre et là, ça nous en fait encore un en moins. Parce que, bien entendu, depuis que ces histoires ont commencé, il n'y a plus d'opérateurs à l'étranger qui programment Nocirands dans une brochure. C'est trop risqué parce qu'on ne sait plus à qui s'adresser pour les réservations, on ne sait pas à qui on doit payer la facture et on n'est pas à l'abri d'une fermeture intempestive parce que c'est déjà arrivé 2 fois cette année. Finalement, qui est en charge de faire la promotion de Madagascar? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont les privés? Est-ce que ce sont les bailleurs de fonds, les compagnies aériennes? Enfin, on ne comprend plus vraiment qui doit le faire finalement. C'est très clair. En théorie, c'est très clair. En fait, l'Office national du tourisme a été